C'est forte, Monsieur Sonko, c'est la nomination d'Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et de consignation. Votre commentaire? Oui, d'abord, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs et de me réjouir de l'opportunité que vous nous donnez de nous, une fois de plus, de nous adresser à nos concitoyens et de nous prononcer sur l'actualité. Cette nomination ne nous surprend guère parce que nous avons depuis quelques années dénoncé cette tendance clanique dans la gestion du pouvoir dans ce pays-là. Et le président Macky Sall ne s'en cache même plus. Il le fait au vu et au su de tout le monde. Je crois que nous avons, dans le passé, mené des combats ici. Contre les mêmes personnes et surtout contre le régime d'Abdoulaye Wade qu'on accusait de vouloir, en tout cas, gérer le pouvoir seul avec sa famille. Aujourd'hui, on a une situation beaucoup plus complexe, beaucoup plus dramatique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une famille, c'est un village. C'est toute une fratrie qui s'accapare aussi bien famille, belle famille, de tous les postes stratégiques de ce pays-là, et qui les gère de toute façon de manière scandaleuse. Je pense qu'au-delà de ces questions de forme, il n'y a que le président Macky Sall, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le débat assez chaud sur la gestion du pétrole en 2016, avait fait une interview avec, je crois, en tout cas un journal étranger, pour dire que lui-même avait pris l'engagement auprès de son frère que jamais il ne bénéficierait d'une nomination. Ce qu'il vient de faire, c'est que... Mais justement, M. Sonko, quand même, l'homme, est-ce qu'il n'a pas les compétences pour le poste? Non, on n'en est pas encore là. Je crois qu'il y a des questions d'éthique et de morale républicaine. Je crois qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a déjà pistonné son frère. Il le pistonne depuis plus de 12 ans maintenant, puisque toute la carrière d'Aliou Sall est étroitement liée à l'ascension de Macky Sall au sein du régime d'Abdoulaye Wade, pour qu'on le retrouve dans des secteurs stratégiques jusqu'à être envoyé dans une ambassade, recruté au ministère de l'économie et des finances. Tout ça, c'est lié étroitement à l'ascension de son frère, bombardé au niveau de l'agence d'édification rurale, je crois, et beaucoup d'autres de ce genre. Sur la gestion du pétrole, je l'ai développé largement dans mon livre d'ailleurs, Aliou Sall n'a été coopté par Franck Timis que lorsqu'il y a eu changement de régime et que les béliers sur lesquels il avait misé pour enfoncer la porte d'Abdoulaye Wade et arracher une signature n'étaient plus là. Il a fallu trouver quelqu'un qui pouvait ouvrir cette porte-là, en l'occurrence le frère du président Macky Sall, qui a été désigné comme administrateur gérant, et c'est en ce moment que Macky Sall a signé, en violation de toutes les lois qui régissent le secteur, a signé ces deux décrets qui ont conféré illégalement des blocs pétroliers à Franck Timis, qui les a revendus à prix d'or et qui a disparu maintenant. Donc si aujourd'hui on retrouve le même schéma et on pistonne le petit frère ailleurs, il y a de quoi quand même se poser des questions au plan de la morale républicaine. Mais justement, qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette nomination? Moi, je ne sais pas de savoir ce qui se cache derrière. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système où c'est les frères, la belle famille, les parents par-ci par-là, qu'on pistonne à gauche, à droite, et on est dans un système où on essaie de gérer de manière clanique et de verrouiller le pouvoir d'État. Et ça pose problème parce que les Sénégalais ont rejeté ce genre de gestion clanique qui a pris une certaine dimension depuis maintenant 15 ans. Parce qu'auparavant, on parlait beaucoup moins de l'immixtion de la famille dans la gestion. Vous parlez de postes stratégiques. Dites-nous, certainement, cette caisse, en quoi elle peut être stratégique? Si, la caisse de dépôt et consignation est à la limite a un rôle de banque de l'État. Il joue un rôle extrêmement important dans la gestion des dépôts et des consignations, mais également intervient dans un certain nombre de secteurs pour financer des projets, là où peut-être les banques sont défaillantes. C'est quand même une manne, je n'en dirai pas plus parce que c'est une caisse que j'ai connue en tant qu'inspecteur des impôts, que j'ai eu à vérifier. J'en connais un brin et je peux vous dire que c'est assez stratégique. C'est bon à savoir pour les téléspectateurs. Quelle appréciation justement faites-vous de ce nouveau gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne? Oui, comme c'est un gouvernement... En réalité, moi, quand j'apprécie le gouvernement, je préfère partir de l'exposé qui a été fait par Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui, comme à son habitude, brille par l'impertinence
et surtout dévoie carrément les débats. Il a tendance à donner de fausses informations aux Sénégalais. Je l'avais démontré quand il a parlé du pétrole, quand il a fait sa fameuse déclaration de presse, où il avait donné au moins 3 ou 4 informations fausses, ce qui est grave pour une autorité de ce niveau. Et quand vous écoutez Mohamed Boun Abdallah Dionne faire ses développements avant la lecture du gouvernement, il dit, je vous donne quelques exemples, qu'il a fallu aujourd'hui constater l'importance stratégique des ministères, du secteur du pétrole et du secteur minier pour les ériger en ministère. Je dis d'abord, il y a un problème. Il leur a fallu faire 5 ans et autant de dégâts et de malgouvernance dans ces secteurs pour se rendre compte subitement que c'est des secteurs importants. Deuxièmement, ce n'est pas tout à fait le cas parce que ces ministères existaient déjà. On avait au début de l'alternance un ministère de l'énergie et des mines qui regroupait tout ça. Ensuite, on les a scindés en 2. Ministère de l'énergie dirigé par Thierno Alassane Sall, qui a été mis à la porte parce qu'il a refusé justement de cautionner certaines choses, et ministère des Mines, dirigé par Ali Ngouille Ndiaye, qui lui brille par les actes de malgouvernance dans ce secteur-là. Non, vous me laissez développer. Ensuite, on nous parle des infrastructures, secteur par essence, connu pour la malgouvernance, les marchés fictifs, les surfacturations. J'ai donné l'exemple il y a quelque temps du fameux TER qui va nous coûter plus de 1000 milliards, alors que le président Macky Sall n'a pas hésité à se mettre devant les Sénégalais pour annoncer 500 milliards. Ces infrastructures-là, en dehors du fait que quelquefois c'est des choix inopportuns, c'est des secteurs pour se faire beaucoup d'argent, pour enrichir la fratrie politique, mais on n'érige pas un ministère parce que subitement on considère que c'est important. Merci M. Sonko. Voilà, on va progresser, sinon parce qu'on est en pleine édition. Si on est en pleine édition. Justement, l'installation de l'Assemblée nationale est prévue jeudi, si je me trompe, en tant que député nouvellement élu de cette 13e législature. Quelle démarche comptez-vous adopter à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous comptez apporter de neuf? Mais une démarche qui soit conforme à l'espace que les Sénégalais nous ont donné. Nous aurions souhaité avoir beaucoup plus de députés, avoir la majorité pour démontrer aux Sénégalais ce qu'on peut faire à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous ne boudons pas notre prédise pour une première participation, mais un député ne peut pas faire grand-chose à l'Assemblée, je tiens à le dire tout de suite aux Sénégalais. Parce que la majorité écrasante ne laissera s'exprimer aucune autre initiative, ni en termes de proposition de loi, ni en termes de commission d'enquête parlementaire par rapport à tous les scandales qu'il y a dans ce pays-là. Ce qu'on peut faire, nous, ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas faire de la députation. Nous allons faire de la députation. Nous serons auprès des populations, là où les vrais problèmes se posent. Il y a ce qui se passe à Bargny, il y a ce qui se passe avec le foncier à Bambilor et à Tivaouane-Peulh, et même ici à Liberté 6. Il y a le problème du zircon à Niaforan. Avant-hier, il y a eu des marches. Il y a l'impact que peut avoir la gestion du pétrole sur la pêche au niveau de Saint-Louis, Kayar, etc., etc. Nous irons auprès des populations, nous porterons ces combats et nous adresserons des questions écrites au gouvernement. Nous utiliserons en tout cas tout ce que la loi et la Constitution nous permettent de faire. Mais je tiens d'emblée à dire aux populations que nous ne pourrons pas aller au-delà parce que notre poids à l'Assemblée nationale, il y a déjà une majorité là-bas. De faire beaucoup plus. Et c'est pourquoi je considère que si les populations attendent quelque chose de cette Assemblée, de cette législature, elles n'ont qu'à déchanter parce que ma crainte, c'est qu'on reproduise le même système. Les députés du président, choisis par le président et qui sont là pour le président, qui vont applaudir, encaisser l'argent, prendre le carburant et les 4x4, et ça se limite à ça. Voilà. Merci, M. Sonko. Malheureusement,